Alors, nous sommes ici sur le chantier des Grandes Portes à Bibracte. Alors, je vous ai apporté un plan de Bibracte, mais que vous connaissez sans doute pour certains d'entre vous. Alors, vous savez que l'oppidum de Bibracte, c'est la capitale des Éduins, au 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Sur ce plan, vous pouvez voir en fait le tracé des fortifications de cet oppidum. Alors, il y a, en fait, et c'est la caractéristique principale de ce site, 2 séries de fortifications concentriques. Donc la première fortification que vous voyez en rouge ici, c'est ce qu'on appelle la fortification interne de Bibracte. Elle couvre une surface de 135 hectares. Et puis l'autre ligne de fortification qui est en vert, donc qui est la fortification externe, elle couvre une surface de 200 hectares. Alors ce sont 2 remparts qui sont de type Murus Gallicus. Alors c'est un terme, c'est une expression latine, qui est employé par César et qui veut dire, bien sûr, comme vous le devinez, un mur gaulois, tout simplement. Et en fait, César a été très surpris par ces murs. Et donc il a écrit, au cours du siège de Bourges qui s'est déroulé au printemps 52 avant Jésus-Christ, tous les murs gaulois, donc tous les Murus Gallicis, ou plutôt Muri Gallici, sont construits de la manière suivante. Et il décrit, en fait, il fait une description assez technique de ces remparts. Alors il y a eu toute une série de fouilles à Bibracte depuis le 19e siècle sur les remparts et principalement sur le rempart externe, alors, qui a été déterminé comme un Murus Gallicus, donc un rempart en terre, en bois, avec une façade en pierre qui mesurait à peu près 4 mètres de hauteur. Et ici, aux Grandes Portes, on a commencé en 2019 la première fouille dans le rempart interne. En fait, ça n'avait jamais été fait jusque-là. Alors ces remparts, ils sont très importants ici. Il y en a sur d'autres oppida en Europe, mais ceux-là sont vraiment particulièrement monumentaux, particulièrement grands. Et en tout, en fait, on a, vous voyez ici, 15 km de remparts. Donc c'est très important, très imposant. Et ça montre aussi, évidemment, l'importance de cette ville à partir du IIe siècle et pendant tout le 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la guerre des Gaules. Donc une ville qui a une fortification extrêmement monumentale, très puissante, et qui montre en fait sa puissance. Alors moi je ne vais vous parler ici que de la fortification, puisque vous êtes sur le chantier des Grandes Portes où nous fouillons donc depuis quelques années cette fortification. Et nous sommes là pour quelques années, parce que ce sont des fouilles qui sont assez compliquées à faire, puisque la caractéristique du rempart de Bibracte, c'est qu'il est toujours debout, 2000 ans après sa construction. Donc je vais vous montrer comment il se caractérise ici. Alors le rempart interne, comme le rempart externe, c'est aussi un Murus Gallicus. On ne connaît pas très bien encore aujourd'hui la datation précise de ces 2 remparts. Le premier, donc le rempart externe, donc la grande enceinte de 200 hectares, c'est elle qui est construite en premier. Elle a sans doute été construite dans les années entre 100 et 80 avant Jésus-Christ. Donc là, vous voyez, on est une 50aine d'années avant la guerre des Gaules, donc c'est assez longtemps avant la guerre des Gaules. Ça n'a rien à voir avec la guerre des Gaules. C'est pas une enceinte qui a été construite pour se défendre contre les Romains, ça n'a rien à voir. C'est vraiment l'enceinte qui marque la limite de la capitale des Éduins. La deuxième enceinte, alors on n'a pas pour l'instant de datation très précise, mais on suppose qu'elle a été construite peut-être une génération après, pas beaucoup plus longtemps après, donc sans doute dans les années 70 avant Jésus-Christ. Donc là aussi, une vingtaine d'années avant la guerre des Gaules, donc elle n'a rien à voir non plus. Alors pourquoi ils ont construit une deuxième enceinte? Alors on ne sait pas très bien non plus, c'est ce qu'on cherche aussi à comprendre. Soit ils ont réalisé ce qu'on appelle une réduction militaire de l'enceinte, c'est-à-dire qu'ils avaient une enceinte qui était beaucoup trop grande, sur 200 hectares, et ils ont décidé de construire à l'intérieur une enceinte plus petite, donc un peu plus facile à défendre. Et donc ils ont fait ce qu'on appelle une réduction. Ou alors ils ont remplacé la grande enceinte par une plus petite, en abandonnant la grande. Mais pour l'instant, ce sont 2 hypothèses complètement différentes auxquelles on ne peut pas répondre. Alors vous voyez que la ville évidemment se développe à l'intérieur de ces 2 enceintes. Et ces enceintes, en fait, elles sont percées par des portes monumentales, alors dont vous connaissez bien l'une d'entre elles, qui est la porte du Rebou.
la porte donc, qui est au nord-est ici de l'oppidum, qui a été fouillée dans les années 1980, entre 1985 et 1995. Donc c'est la seule porte qui a été fouillée jusqu'à maintenant à Bibracte. Et donc nous, après cette fouille, nous allons entreprendre, nous sommes ici, à l'opposé de la porte du Rebou, et dans quelques semaines, nous allons entreprendre la fouille de l'autre porte principale de Bibracte, qui est ici et qui s'appelle les Grandes Portes. Alors avant de commencer cette fouille, donc on a fait un gros sondage. Donc normalement c'est une petite fouille, mais sur un rempart ça devient tout de suite une énorme exploration. Mais c'est quand même une petite fouille sur le rempart, donc sur une courtine du rempart, c'est-à-dire une section, pour essayer de comprendre comment il est construit, comment il a été élaboré. Et une fois que nous aurons terminé cette fouille, normalement dans quelques jours, nous commencerons la fouille de la porte qui, elle, va durer sans doute une dizaine d'années, en fait, et qui est à quelques dizaines de mètres d'ici, que je ne vais pas vous présenter parce que, évidemment, la fouille n'est pas encore commencée. Donc il faudra revenir, bien sûr, vous êtes les bienvenus si vous voulez revenir sur le chantier. Alors maintenant, pour vous décrire cette fouille, alors vous voyez devant vous, il y a en fait une grande tranchée qui coupe perpendiculairement le rempart. Devant vous, si vous regardez bien, là où vous voyez la brouette, vous voyez le rempart qui forme un bombement sur le terrain. Si vous vous retournez, vous allez voir la même chose. Donc ce bombement, là vous êtes au sommet du rempart ici, et donc le rempart donc, continue, puisqu'il entoure complètement la ville de Bibracte. Voilà, donc vous êtes au sommet, et pour comprendre comment un rempart est construit, eh bien, il faut faire une coupe dedans, un peu comme on coupe un gros gâteau pour voir les différentes couches qui sont à l'intérieur. Alors ces remparts-là, en fait, on sait assez bien comment ils sont construits. Pas tout à fait dans le détail, c'est ce qu'on est en train de chercher, mais dans les grandes lignes, on sait comment ils sont construits. Alors, c'est d'abord un rempart qui est construit principalement en terre et en bois, donc qui sont des matériaux qu'on trouve sur place, qui sont des matériaux naturels, bien sûr, qui sont relativement faciles à trouver. À l'intérieur du rempart, il y a un poutrage en bois, donc des poutres dans le sens transversal du rempart, c'est-à-dire comme ça, et aussi des poutres dans le sens longitudinal du rempart, donc dans la longueur, et qui se croisent donc à angle droit et qui sont cloués par des très grands clous en fer, des grandes fiches en fer, alors qu'on n'a pas encore trouvé cette année, mais l'année dernière, on en a recueilli une douzaine. Ce sont des grands clous en fer qui sont typiques des Murus gallicus. Il n'y a pas ce type de clous dans d'autres modèles de remparts. Donc le rempart à la base, c'est une architecture en bois, un poutrage en bois, qui monte jusqu'à 4 mètres de hauteur. En largeur, vous voyez la largeur, c'est très grand. Lui, il fait environ 10 mètres de largeur sur tout son tracé. Et les interstices entre les poutres en bois vont être comblés avec de la terre. Donc c'est toute la partie jaune que vous voyez ici. Alors les poutres, vous ne les voyez pas, puisque évidemment elles ont pourri dans le sol depuis 2000 ans. C'est un rempart qui a 2000 ans. Donc il ne reste que la terre, mais vous voyez quand même à l'intérieur de la coupe ici des trous qui sont en fait les emplacements des poutres, alors que l'on trouve en fouillant de façon très très minutieuse, parce que le bois a disparu, n'a pas laissé de traces du tout, sauf que à l'emplacement des poutres, le sol est très mou. C'est-à-dire que là, cette terre très orange que vous voyez ici, elle est très dure, et à l'emplacement des poutres, c'est un peu plus mou. Donc les étudiants qui sont ici, tout en bas, sont en train de chercher les poutres, donc les derniers niveaux de poutres, parce qu'on est presque au fond du rempart. Derrière Io, que vous voyez ici, qui a la casquette bleue, si tu peux te lever, Io, pour que nos invités voient la poutre, si tu peux la montrer, même si ça t'ennuie pas. C'est une poutre qu'ils ont trouvée hier soir et qui a été fouillée ce matin. Voilà. Donc vous voyez cette espèce de rigole au fond du chantier, c'est l'emplacement d'une poutre transversale. Et la caractéristique de ce poutrage, c'est que il constitue donc tout le rempart. L'arrière du rempart se trouve à peu près sous la passerelle que vous voyez ici, donc le bout, l'extrémité. Donc l'autre extrémité se trouve là où vous voyez les pierres, parce que sur la façade du rempart, donc devant le poutrage,
les Gaulois ont construit un mur en pierre qu'on appelle le parement, qui faisait peut-être croire que tout le rempart était en pierre, ce qui évidemment n'était pas vrai, parce que quand on le voyait de l'extérieur, on avait l'impression qu'on voyait un mur en pierre, alors qu'en fait c'était du bois et de la terre à l'intérieur. Et d'ailleurs c'est ce que vous voyez quand vous pénétrez dans l'oppidum de Bibracte, du côté de la porte du Rebou. Il y a le nouveau Murus Gallicus qui est en cours de montage, et vous voyez là, cette façade avec ces belles pierres, ces poutres en bois qui dépassent aussi, sont les poutres transversales qui dépassent, et vous avez d'autres poutres aussi à l'intérieur du parement. Voilà, donc ça c'est ce qu'ils sont en train de dégager ici. Alors l'autre chose aussi qui est à savoir sur ce rempart et que nous avons découvert il y a 3 ans, c'est que le système des remparts de Bibracte n'est pas composé seulement d'un rempart. C'est un système défensif qui est complexe, qui est un système militaire en fait très puissant, très performant, qui comprend un rempart, mais aussi d'autres aménagements. Alors je vous ai dit, le rempart, il mesure environ 10 mètres de large. Ici, là, c'est ce que vous voyez ici. Il est construit sur la pente. Il n'est pas tout en haut. C'est pas un rempart qui couronne l'oppidum, mais il est construit sur les pentes pour englober en fait une surface beaucoup plus grande, parce que le sommet de l'oppidum est plus petit. Et pour renforcer en fait cette défense sur les pentes, ils ont aménagé, les Gaulois ont aménagé, tout un système de pentes inclinées au-dessus et en dessous du rempart. Donc la fouille que vous voyez qui se prolonge derrière la passerelle, donc c'est une fouille que nous avons ouverte l'année dernière, et alors dans laquelle il n'y a rien, il n'y a pas de rempart là, mais il y a en fait une pente qui a été aménagée, rectifiée par les Gaulois sur une trentaine de mètres de hauteur, et qu'on appelle dans l'architecture militaire un glacis. Un glacis, en fait, c'est une zone qui est complètement dégagée. Alors il faut imaginer qu'il y a ce glacis de 30 mètres de hauteur partout derrière le rempart, à l'arrière du rempart, puisque l'avant est de ce côté-là, l'extérieur, l'intérieur est là-bas. Et ce glacis, en fait, il devait être propre en permanence, parce que si, par mégarde, un ennemi arrivait à passer le rempart et arrivait à marcher sur ce glacis, il était vu immédiatement et il pouvait être neutralisé. Donc c'est un système défensif qui n'est pas un mur, mais qui est en fait une zone, qui est une sorte de no man's land en fait, qui doit être en permanence dégagée et qui permet de voir tout ce qui se passe. Donc, on s'est aperçu que ce type d'aménagement existait. Il y en a un autre aussi en dessous. En fait, il y en a 2, et le rempart se trouve en fait encadré donc, par ces systèmes de glacis qui sont des systèmes de surveillance. Et donc, on n'a pas seulement un rempart qui mesure 10 mètres de large, mais on a un système défensif sur la pente qui mesure entre 80 et 100 mètres de largeur et qui devait être très visible d'en bas. On ne devait pas seulement voir un petit mur dépassé à l'échelle de l'énorme oppidum de Bibracte, mais on devait avoir l'impression d'un grand système défensif qui se trouvait donc à mi-pente de l'oppidum. Donc voilà une des principales découvertes que nous avons faites depuis 2019 en fait, en commençant cette fouille. Alors, après avoir fait cet exposé, donc j'ai certainement dû oublier plein de choses, vous posez peut-être des questions, et j'y répondrai avec plaisir si vous en avez. Oui, moi je voudrais savoir, est-ce qu'il y avait un fossé qui longeait le rempart ? Alors, comme on le voyait sur la reconstitution du Rebou. De la porte du Rebou. Alors en fait, à Bibracte, on a certainement des fossés qui sont creusés devant les portes. Oui. Alors que ici, sur les courtines de rempart, donc hors des portes, parce qu'on a des courtines qui font plusieurs kilomètres, en fait on n'a pas de fossés parce que les fossés ne sont pas nécessaires en hauteur. Oui. Mais on a en fait un système de terrasse en contrebas du rempart. Vous pourrez y descendre tout à l'heure pour voir le parement du Murus Gallicus, parce que là où vous êtes, vous ne le voyez pas, mais vous pourrez descendre en bas. Et donc en bas, on a en fait une surface plane, donc qu'on appelle une terrasse, et qui joue le rôle d'un fossé. En plus, il est possible, mais on n'a pas encore eu le temps de le vérifier, que sur le bord de cette terrasse, qui est juste en dessous, on avait ce qu'on appelle une contre-escarpe, donc un aménagement qui n'est pas un rempart, mais un talus,
et qui permet de constituer en fait l'équivalent d'un fossé entre le rempart et la contrescarpe. Donc sans creuser un fossé, on a une forme en fait de fossé dans lequel on ne peut pas circuler ou qui n'est pas faite pour circuler, mais qui constitue une défense supplémentaire. Voilà. Et donc ici, pour répondre à votre question, on n'a pas de fossé. On a déjà sondé la terrasse et c'est plat. D'accord. Voilà, donc on a certainement un autre système qui forme escarpe contre escarpe. Ce qu'on n'a pas à la porte du Rebou, là où il y a un vrai fossé. Là, il y a un vrai fossé. Mais c'est une porte. Donc c'est pas le même type de... C'est un aménagement différent. Vous allez donc découvrir quelque chose aux grandes portes quand vous allez... Tout à fait, bah oui, tout à fait. Oui. Ah bah, les grandes portes, en fait, c'est le symétrique de la porte du Rebou, donc à l'autre extrémité ici vous êtes à l'autre extrémité de l'oppidum, à une des sorties principales de l'oppidum, ou des entrées principales. Et la porte des grandes portes n'est pas de même type que celle du Rebou. C'est pas la même morphologie. Donc on va trouver autre chose, et on ne sait pas quoi pour l'instant, parce que la porte du Rebou avait déjà été fouillée au XIXe siècle par Bulliot, mais les grandes portes, personne n'y a touché. Je vais être la première. Quelle chance. Oui, c'est une chance extraordinaire, oui, tout à fait. Bon, passer après Bulliot, c'est pas mal non plus. Mais... C'est pas mal non plus. Oui, c'est pas mal non plus. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il y a combien de personnes qui fouillent vous avez dit depuis 2019, là, donc pour mettre à jour tout ça, vous avez consacré combien de Alors, ici on fouille en général 4 semaines par an. Alors cette année on fouille un petit peu plus, on fouille 6 semaines pour terminer cette fouille de la courtine, pour ensuite aller travailler aux grandes portes pendant 1 mois. Et on est associé à une équipe de Roumanie, d'archéologues roumains, de Cluj-Napoca en Roumanie, en Transylvanie, alors qu'ils ne sont pas encore là parce qu'ils sont en plein examen à l'université, donc ils vont arriver dans 2 semaines. Donc on est une vingtaine à fouiller dans ce secteur de Bibracte depuis 2019. Voilà. Alors là on est en toute petite équipe parce qu'on commence. On a des étudiants qui arrivent la semaine prochaine. Donc là j'ai une petite équipe d'étudiants de l'Université de Paris 1 Sorbonne, Panthéon-Sorbonne. La semaine prochaine on a d'autres étudiants qui arrivent, dont une étudiante de Los Angeles, une étudiante de Leiden aux Pays-Bas. De Tours aussi en région centre, et puis les Roumains donc, qui arrivent dans 2 semaines. Voilà. Ah, c'est un chantier international, donc voilà. Et vous recouvrez, quand vous avez fini les 4 semaines, ou les 6 semaines, ensuite vous recouvrez, vous protégez avant de réouvrir Tout à fait. Alors depuis 2019, comme on ne peut pas faire une fouille comme ça en une seule fois, effectivement on recouvre la fouille avec un géotextile et des bâches plastiques, donc qui sont maintenues par des pierres ou par les caillebotis que vous voyez là. Et ça permet à la fouille de passer l'hiver. Voilà. Et quand on redébâche, la fouille est presque impeccable. On donne un coup de balai, c'est ce qu'on a fait lundi, et c'est impeccable. Ouais, et on peut repartir. Recouvert, hein. Non, je suis passé cet hiver et il n'y avait plus personne, mais on voyait bien la trace. Oui. En fait, on recouvre les sols et les coupes, parce que nous, on travaille sur les plans horizontaux et les plans verticaux. Donc tout ça est protégé, et quand on revient, donc 12 mois après ou 11 mois après, il suffit de débâcher. Alors il y a un petit coup de nettoyage à faire. Là, on a lundi, une grosse après-midi, c'était fait. Le nettoyage était fait, ce qui fait qu'on a commencé à fouiller mardi. Et comment vous déterminez à quel endroit vous décidez d'un chantier de fouille ? Alors ça, c'est une des questions les plus compliquées, parce que c'est lié à plein de paramètres différents. Cet endroit-là, on l'a choisi... en fait, on voulait donc faire une fouille... le directeur général de Bibracte m'avait proposé de faire une fouille sur le rempart, et en particulier sur une porte. Donc on a exploré différentes possibilités sur des différentes portes ici, parce qu'il y a une quinzaine de portes à Bibracte, donc on avait un peu l'embarras du choix, et on en avait retenu 3 différentes, et puis sur certaines, il y avait des problèmes techniques pour aborder la fouille, parce que les pentes sont très fortes, très abruptes, donc ça peut poser un certain nombre de problèmes pour les fouilles, pour faire descendre les engins, pour évacuer les déblais, ça peut être compliqué. Et puis quand j'ai vu les grandes portes, je me suis dit, ça c'est pas mal, en plus il y a une vue
extraordinaire quand on est au sommet des grandes portes. Et puis techniquement, ça paraissait plutôt bien. Voilà. Donc en fait, le choix était assez simple. Et quand on a choisi de faire une fouille d'un morceau de courtine avant d'aborder les portes, donc on s'est dit qu'on allait se mettre dans ce coin-là, mais cette tranchée, on l'a faite complètement au hasard. Alors, on aurait pu la faire 10 mètres plus loin, mais on a choisi cet endroit aussi parce que ça ne nécessitait pas de couper des arbres. Voilà, on l'a fait dans un trou, voilà, pour éviter de couper des arbres, parce qu'on fait des fouilles, mais on préserve aussi la forêt, la nature. On n'est pas là pour détruire, voilà, c'est pas des fouilles. Vous pouvez y aller. Hein. Oui, bah là il n'y en a pas. Ils meurent tous seuls. Mais voilà, donc on a choisi cet endroit, vous voyez, on est dans une espèce de clairière là, alors que derrière, devant, il y a des arbres partout. Donc on s'est dit, bon, en fait ça n'avait pas d'importance qu'on le fasse là, ou 10 ou 20 mètres plus loin, et on a choisi cet endroit, voilà, un peu par hasard. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est clair. C'était très clair? Bon, bah, vous êtes gentil. On peut descendre sur la terrasse inférieure, vous allez voir le parement du Murus gallicus. Il y a un petit escalier derrière, donc vous pouvez descendre, vous faites très attention, parce que c'est un peu abrupt. Et donc vous allez en bas, je vais vous accompagner, enfin moi je vais descendre dans la fouille. Là vous voyez où les arbres sont installés, là sur le bord, parce qu'après ça descend, c'est très raide. Voilà, là on pourrait avoir, on l'a entrevu il y a 3 ans, on a fouillé jusqu'au bord, on pourrait avoir un talus avec une armature en bois, donc qui faisait face au rempart, et qui forme donc un système d'escarpe et contre-escarpe. Mais ça c'est pas encore tout à fait éclairci. Il faut refouiller en fait pour. Tout l'intérêt de la recherche. Tout à fait. Voilà, c'est des hypothèses. On peut pas tout comprendre du premier coup. C'est pas. Enfin, c'est des choses qui sont pas très faciles à fouiller. Enfin, rien n'est jamais facile. Mais bon, en plus là, c'est un. Enfin, par rapport à d'autres fouilles, si vous avez visité d'autres fouilles à Bibracte. Là, on fouille en fait dans un monument qui est toujours en élévation, alors qu'en général, on fouille dans la terre, sous nos pieds. Et là, nous, on fouille en surface, parce que le rempart est encore debout. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, et ce dont on s'est rendu compte l'année dernière aussi, qui à mon avis est une découverte importante, c'est qu'on pensait qu'il était quand même... on voit qu'il est très gros, mais on pensait qu'il était moins bien conservé et qu'il était en partie, qu'il s'était un peu effondré vers l'avant, par là. Et en fait, quand on est arrivé dans les profondeurs du rempart, donc dans la tranchée que vous voyez ici, on s'est aperçu que le rempart était intact, en fait. Donc la partie en terre, c'est pas juste un tas de terre, mais c'est certainement un mélange de matériaux qui a été élaboré par soit par des ingénieurs, soit par des ingénieurs et des maçons, des charpentiers, pour obtenir en fait une structure qui tienne dans la durée. Et la preuve, c'est qu'elle est là 2000 ans après. Et quand on regarde dans d'autres civilisations, par exemple en Grèce ou en Italie, chez les Romains, qui construisaient que des remparts en pierre, il n'y a pas un seul rempart debout dans ces pays. Oui, c'est curieux parce que... Voilà. Je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a 30 ans, quand on lisait l'histoire, ouais. On avait la supériorité de la civilisation grecque et romaine sur la civilisation gauloise. Voilà. Les Gaulois ne construisaient que des huttes en terre et en bois, etc. Alors que les Romains et les Grecs, c'était... Alors que là, globalement... Et bien là, on voit que... Voilà, on est en train de s'apercevoir que... Ça dure aussi bien, quoi. Ah oui, mieux. Mais et sans doute mieux. Et ça permet aussi de faire de l'architecture romaine avec les techniques gauloises. Là, ce qu'on trouve au parc aux chevaux, par exemple, la grande villa du parc aux chevaux, c'est les techniques gauloises avec un plan romain. Absolument, absolument. D'accord. Donc là, justement, on est en train de découvrir, alors dans différents domaines de l'archéologie, mais c'est aussi le cas dans l'art, dans l'artisanat, enfin dans différents types d'artisanat, que
on a chez les Gaulois des experts, des savants, des spécialistes, et qui savaient faire des choses qui duraient dans le temps, des choses exceptionnelles, alors que depuis le 19e siècle, on a eu tendance à minimiser leur connaissance par rapport aux civilisations méditerranéennes qui étaient considérées comme supérieures. Après la celtomanie de Napoléon III. Absolument, mais alors ça dure encore un petit peu, mais justement nous on est là pour montrer à travers des fouilles comme celle-ci que ces vieux poncifs là n'ont plus lieu d'être en fait, et qu'on a voilà. Donc moi je donne cet exemple, j'exagère un tout petit peu, mais c'est vrai que dans les pays méditerranéens, donc où on a ces civilisations très brillantes, que ce soit, je sais pas, en Égypte, en Turquie, en Grèce, etc., où les gens construisaient en pierre. Alors, ce sont des très très belles constructions, mais ce sont des constructions qui sont aussi assez faciles à démonter. Il suffit d'enlever les pierres, ou d'enlever les pierres du bas du rempart, et tout s'effondre. Alors que là, si vous enlevez les pierres du murus, le rempart en terre, lui, il bouge pas du tout. Il se tasse avec le temps, en fait. Le poutrage pourrit, mais le rempart en terre se tasse avec le temps et il bouge plus. Et la preuve, c'est qu'il est là. Et sur les 15 km de rempart de Bibrac, il est là. Alors il y a des endroits où on voit qu'il s'est un petit peu effondré. Mais sans doute parce que c'est des endroits, soit il y a de l'eau qui coule en dessous et ça l'a dégradé, mais globalement, sur les 15 km, il est intact. Il est quasiment intact. Alors, à l'exception du parement, qui est comme ce sont des pierres qui sont plaquées sur le mur en terre, ça finit par se dégrader. Donc, à l'époque, ils devaient le réparer régulièrement. Et puis, le jour où ils ont arrêté de le réparer, ça a fini par tomber. Et puis, c'est tombé, ça a roulé, là, et c'est parti dans les pentes du Beuvray. Mais le reste est debout. Et ne bougera pas. Hein, on le voit là vous voyez là, alors moi je suis spécialiste des remparts, je trouve ça magnifique, c'est un des plus beaux remparts d'Europe qu'on voit ici, qui est encore quasiment intact. Est-ce qu'on a trouvé des remparts de ce type ailleurs qu'à Bibracte. Qu'à Bibracte, ouais. Alors, des remparts de type Murus gallicus, il y en a dans d'autres endroits d'Europe, alors principalement en France. Alors, il y en a d'autres, alors souvent ils sont plus petits. Celui-là, c'est un grand Murus gallicus de 10 mètres de largeur. Sinon, on a des Murus qui font autour de 6 mètres de largeur. Alors, ici, c'est la capitale des Éduins. Donc on a un très très grand rempart en fait, et surtout dans un système défensif qui est très très monumental. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de comparaison. Alors peut-être qu'il y en a d'autres. Des systèmes défensifs avec rempart, avec ces systèmes de glacis. On va commencer à chercher sur d'autres sites si c'est documenté, si on en trouve. Pour l'instant, c'est le seul. Okay. Mais c'est pas exclu qu'il y en ait d'autres, mais ou que d'autres villes aient copié sur Bibracte. Mais bon, pour l'instant, moi, je n'en connais pas d'autres. Oui, savoir s'ils ont essaimé d'une façon ou d'une autre. Le rempart, oui. Le système défensif, a priori, non. C'est propre à Bibracte. Bon, c'est un site qui a beaucoup de caractéristiques exceptionnelles. Il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait uniques en Gaule sur ce site. Alors, les systèmes défensifs aussi, manifestement. Vas-y, Juliane. Et du coup, là, c'est la première fois que vous fouillez ici ? Alors, j'ai déjà fouillé ici il y a 4 ans avec le chantier école, mais oui, c'est la première fouille en tant que bénévole ici. D'accord, sur les remparts. Sur le rempart avec Madame Sophie Cross. D'accord, et du coup, là, t'es en quel niveau Je suis en fin de 3e année de licence. Ouais. Je passe en master avec, comme directrice de master, Sophie Cross. Et du coup, tu sais un peu sur quel sujet tu vas travailler après Oui, mon sujet se déroule du coup dans le centre de la France, ce serait plutôt sur les mines d'or, pendant le second âge. Ok, c'est cool. Et puis, Baptiste, c'est Baptiste, ça oui. Et toi, du coup, c'est quoi ton niveau et qu'est-ce que tu fais Eh ben moi, c'est comme Juliane. Ouais. J'ai fini ma L3 cette année et je serai l'année prochaine en master sous la direction de Sophie Cross. Et mon sujet qui concerne les épées et les chevaux,
Je n'en dis pas plus, vous lirez tout dans les journaux. D'ici quelques années, si j'ai de la chance. Voilà. Public en Paris. Ça a l'air de... Et puis du coup là, qu'est-ce que vous êtes en train de dégager finalement et de quoi vous servez? Parce qu'il y en a qui, je pense, qui ne savent pas trop. Globalement, ce qu'on peut expliquer, c'est que on est en train de fouiller ce qui pourrait s'apparenter à un peu une sous-couche au mur. En fait, on a ici le parement principal du mur qui donc s'est éboulé en avant. Et en dessous, du coup, on a d'autres pierres qui donc ne font pas partie du mur, sont en dessous. Ensuite, on est descendu plus bas et en fait, on recherche soit... en dessous, on a trouvé d'autres cailloutiers qui peuvent éventuellement composer soit l'assise du mur, soit potentiellement le premier mur, enfin le mur extérieur peut-être. Parce qu'il disparaît dans un coin là-bas et il réapparaît un peu plus loin là-bas. Donc peut-être qu'il passe par ici. Et comment vous y prenez, vous fouillez quand vous partez de là pour arriver là? Alors principalement à la truelle, au piochon, et puis on nettoie régulièrement. On évite un peu la brosse pour étaler les aliments, mais globalement oui, c'est avec ces outils. Il y a une photo qui va être prise et comme il y a pas mal de soleil, le soleil est on va là faire pour en modifier sorte les couleurs. Donc c'est pour avoir une couleur, pour mieux percevoir les différences de ton. Je prends où tu prends où? avec un coup de main. Ah, nickel. Hop. C'est des perches pour faire des photos verticales. Du coup là derrière les pierres, vous êtes à quel niveau finalement du murus? Qu'est-ce que vous faites? Là en fait, ici, là où est l'étiquette blanche, on est tout en bas, le dessous des poutres de la 6.5. Donc ici on est en train de descendre pour essayer de trouver les poutres de la 6.6. Ok. Et vous allez redescendre encore un peu ou une fois que vous avez la 6 vous ça arrêtez? ça dépend puisque potentiellement ça pourrait être la dernière, mais ensuite il peut y avoir une autre dessous, on ne sait pas encore. Donc on descend jusqu'à ce qu'on touche le fond. Ouais. Ça devient... Et ensuite apparemment Sophie Cross veut aussi voir comment sont fabriquées les fondations et la géométrie du tout, donc on va peut-être encore descendre un peu. À voir. Et pareil, c'est la première fois que vous venez sur ce chantier? Bibrac, oui. Ouais. Oui, oui. Et ça va, ça vous plaît? Oui. Oui, c'est très bien. Tu vois la vue? Très bien.